Bonjour à tous et bienvenue sur Parcours Atypique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Sephora Kodio. Elle est entrepreneure chevronnée, fondatrice de la Fondation CEFIS, initiatrice du Forum international du leadership féminin et co-présidente de l'Africa Women Leaders Network. Depuis plusieurs années, elle œuvre sans relâche pour l'autonomisation des femmes et leur accès au financement en Afrique et au-delà. Il est actuellement à New York où il participe au forum de haut niveau sur le leadership politique des femmes en Afrique. C'est donc un moment tout particulier pour parler de leadership, d'engagement et d'avenir. Bonjour Madame Kodio et bienvenue sur Parcours Atypique. C'est un énorme plaisir de vous avoir avec moi sur ce podcast. Merci. Non, le plaisir est partagé. Je suis très ravie d'être là sur Parcours Atypique. Alors, vous êtes très connue en Côte d'Ivoire et au-delà pour votre leadership, aussi dans l'autonomisation des femmes que dans l'entrepreneuriat. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors ça va être très simple. Tu l'as déjà dit, je suis une entrepreneure en série. Je suis très passionnée par l'entrepreneuriat social à travers une organisation que j'ai fondée il y a plus de 15 ans, donc la Fondation CEFIS. On accompagne les PME dirigées par des femmes. On fait beaucoup dans l'inclusion financière. Notre priorité est de donner des opportunités aux jeunes et aux femmes sur tout ce qui va être accès à des ressources économiques, accès à du financement. Parce qu'on sait que on est aujourd'hui plus de 75% de la population qui a moins de 40 ans. On a de grands défis d'insertion professionnelle. On sait que l'entrepreneuriat se développe à grande échelle sur le continent. Les femmes sont des actrices majeures et il y a beaucoup de barrières en termes d'accès, notamment accès à des crédits. Et c'est ce que nous faisons avec la Fondation CEFIS pour changer un peu le narratif, mais aussi donner un impact beaucoup plus concret sur l'autonomisation économique des femmes. Et tu l'as dit parallèlement, je suis également la présidente donc de Aoline Côte d'Ivoire, qui est le plus grand mouvement des femmes leaders africaines. Et récemment, j'ai aussi pris des responsabilités de coprésidente pour le continent sur la question des chapitres et des pays nationaux. Wow, c'est très impressionnant. C'est bien entendu un modèle pour bien nombre de jeunes femmes qui nous suivent. Mais avant d'arriver à tout ça, j'ai envie de savoir d'où vient cette flamme-là, parce que vous disiez tantôt que ce leadership a émergé assez tôt, depuis vos années à l'université. Comment est-ce que cette expérience-là a façonné le reste de votre carrière? Comment s'est passé cet épisode-là et quelles sont les leçons que vous retenez de cette belle époque? En réalité, moi, je dirais qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des femmes aujourd'hui tellement de chance parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des modèles d'inspiration, il y a des exemples palpables. Il y a 15 ans en arrière, pour nous autres, je suis relativement jeune, j'ai pas 35 ans, mais 15 ans en arrière, c'était tout un sujet de trouver des figures, des femmes qui nous inspirent et qui nous donnent aussi envie de croire que cette question d'autonomisation économique, cette question de leadership féminin était une réalité tant sur la vie professionnelle que sur la vie personnelle. Et puis donc, oui, c'est ça, à l'université, ça a commencé très tôt pour moi. J'ai été présidente du bureau des étudiants, première femme présidente du bureau des étudiants, et tout naturellement, les autres femmes de l'université ont commencé à me solliciter pour aussi renforcer donc leur développement personnel. Je crois que la question même du leadership des femmes, c'est d'abord une question de développement personnel. Je crois qu'au tout début, c'est vraiment une question de perception. Comment est-ce que chaque femme se perçoit? Comment elle perçoit son rôle dans la communauté? Comment elle percevrait ses limites ou pas? Et où est-ce qu'elle aimerait aller? Jusqu'à quel niveau d'ambition elle va pousser aussi un peu ses attentes? Et c'est tout ce on a construit au fur et à mesure des années. Et puis, chemin faisant, quand on parle de développement personnel, en fait, quand on travaille dans ces sujets-là, on voit que oui, développement personnel, oui, prise de conscience de soi, etc. Mais après, il y a des facteurs systémiques. Il y a un écosystème, il y a un environnement qui parfois ne favorise pas la représentativité des femmes ou ne favorise pas leur accès à des opportunités économiques. Donc, on a commencé à s'attaquer à des sujets qui sont beaucoup plus importants et deep, on va le dire ainsi. Et c'est là qu'on a commencé à changer et à avoir un impact qui est plus concret, d'apporter du financement, d'apporter de la formation, d'apporter un niveau d'information sur le digital, etc., pour permettre en réalité aux femmes, pas non seulement de dire « je peux le faire », mais d'avoir les outils pour y arriver.
Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a ouvert un peu vos yeux à cette réalité-là, de tous les défis que les autres femmes rencontrent sur leur chemin? Est-ce que c'est des expériences personnelles de bâton qu'on a mis dans vos roues ou est-ce que autour de vous, vous êtes arrivé à cette réalisation-là que les femmes, elles ont beaucoup de challenges à relever et qu'il fallait non seulement travailler pour soi-même, pour aiguiser son leadership sur le terrain, mais aussi prendre d'autres femmes avec vous sur le chemin? Alors, je vais dire que aujourd'hui, mon engagement pour ces filles, c'est vraiment la résultante de beaucoup d'expériences avec les femmes. Et mes interactions avec elles me donnent beaucoup plus d'énergie, de motivation, mais aussi m'ouvrent un peu les yeux sur la réalité et les difficultés que chaque femme rencontre. D'une femme à une autre, d'une entrepreneur à une autre, d'une jeune à une autre, en fait, les défis sont très particuliers. Et au fur et à mesure des années, j'ai pu moi-même faire mon chemin et de comprendre qu'il y a certains défis qui sont parfois liés, qui sont liés à un environnement social, qui sont liés à un système éducatif, qui peuvent être liés à une situation dans une communauté, etc., qui font que des femmes vont se retrouver à avoir les mêmes résultats parce qu'elles ont cet environnement-là qui les conditionne. Donc, au fur et à mesure, même moi, j'ai fait mes classes parce que quand je commençais à l'époque, c'était vraiment leadership féminin, c'est vrai, mais au-delà de ça, il y avait beaucoup d'autres sujets qui influençaient donc toutes ces questions de leadership des femmes. Et ce qui a renforcé mon engagement et m'a donné les outils, c'est mes interactions avec les femmes. Parce qu'au final, on veut apporter des solutions et des réponses qui sont durables. Mais si j'arrive pas à comprendre leurs défis, si j'arrive pas à comprendre leurs priorités, c'était très difficile pour moi d'être sûre que ce que je fais, peut-être pour ma personne, ça peut paraître qualitatif, mais pour la bénéficiaire finale, parce qu'aujourd'hui, la Fondation Ces Filles que je représente est un centre d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est comme un incubateur, mais nous apportons des solutions concrètes. Nous finançons les femmes, nous structurons leur business et nous faisons des marques africaines à grande échelle. Donc, avant d'arriver là, effectivement, il y a eu toutes ces histoires de ces femmes-là qui ont inspiré et façonné notre modèle. Et ce qu'on fait aussi surtout, c'est que celles qui passent à travers nos programmes nous inspirent pour designer de nouveaux programmes pour celles qui viendront. Parce que à la fin de la journée, on veut vraiment que ça soit adapté à leur réalité et surtout à leurs besoins. Est-ce qu'il y a des défis récurrents? Qui dit structuration de projet, on parle de levée de fonds forcément. Est-ce qu'il y a des préjugés? Est-ce qu'il y a des facteurs endémiques qui un peu freinent ce développement-là et cette autonomisation des femmes? Si oui, c'est quoi le plus grand défi que les femmes rencontrent dans ce domaine-là et comment est-ce que vous les accompagnez, vous les aidez à remonter ces défis-là? Alors ça tombe bien parce que dans quelques instants, on va parler avec Aoling, donc de la représentativité des femmes. C'est un défi majeur parce que pour tout ce que nous voulons faire avec les femmes, à la fin de la journée, il faut juste que les femmes, elles soient à la table. Il faut qu'on arrive à avoir un système qui est inclusif et pas de dire parce qu'elles sont femmes, mais de dire que parce qu'il y a des sujets qui concernent tous les genres et qu'on observe que dans les prises de décision, le genre n'est pas suffisamment représenté, n'est pas suffisamment inclus dans les stratégies. Et donc, finalement, tout ce qui va être designé comme plan d'action ne prend pas en compte cette question d'inclusivité. Donc, ce que je peux dire comme barrière aujourd'hui, c'est vraiment la question de la représentation. Parce qu'on va régler beaucoup de problèmes quand, dès le départ, en phase d'idéation sur les politiques publiques, sur les stratégies, etc., quand, dès le début, on a tous les acteurs, les bons acteurs à la table, on est sûr qu'après, en termes de résultats, on se rapproche de quelque chose qui convient à l'ensemble de la communauté. Mais le gros gap qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de femmes qui sont dans ces processus décisionnaires. Là où se prennent les plus grandes décisions, les décisions qui façonnent l'image du continent africain, il n'y a pas suffisamment de femmes. Si vous prenez par exemple la préservation de la paix et de la sécurité, qui est une grande bataille qui a été menée par des grandes femmes de ce continent, notamment Madame Bineta Diop, ancienne envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité de l'Union africaine, avec les femmes médiatrices, etc. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Mais quand vous regardez aujourd'hui les nominations pour avoir des femmes médiatrices de paix sur des programmes de maintien de la paix à l'échelle du continent, on n'a pas suffisamment de femmes. Alors que les femmes, elles sont là et elles ont été formées, elles ont été capacitées, mais elles ne sont pas suffisamment incluses. Et c'est aussi ce qui nous envoie à défendre
beaucoup de nos sujets, et notamment la Convention de l'Union africaine contre les violences faites aux femmes, parce que c'est une violence que de ne pas inclure les femmes, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup de barrières, de violences, de sujets qui empêchent l'épanouissement des femmes. Et cet épanouissement-là, c'est pas juste de dire qu'on veut un bien-être pour la femme, c'est qu'on regarde les répercussions en termes de développement, en termes de démographie, en termes de croissance économique, et on voit que finalement, la question du genre devient très centrale. Parce que quand vous prenez, par exemple, dans certains de nos pays africains, l'agriculture, vous allez avoir les femmes qui sont dans les chaînes de valeur. Vous voyez, donc en fait, dans tous les sujets, vous avez des femmes qui sont des actrices importantes, mais dont l'intégration n'est pas suffisamment prise en charge. Donc, quand elles ne grandissent pas, quand elles n'arrivent pas aussi à éclore de leur plein potentiel, finalement, c'est toute la chaîne qui est remise en question. Est-ce que vous avez souvent du mal à convaincre les institutions financières, les bailleurs de fonds, de la nécessité de cette représentativité-là? C'est vraiment important de miser sur ces femmes-là, parce que ce soit dans le monde de l'emploi ou dans le monde de l'entrepreneuriat, on assiste toujours à des préjugés. Ouais, quand on accompagne les femmes, c'est pas forcément rentable, elle va abandonner en cours de route, elle va prioriser sa famille, elle pourra pas gérer jusqu'à la fin. Est-ce que jusqu'en 2025, ce sont des choses qui continuent, ou est-ce que la donne a un peu changé? Est-ce que vous arrivez, vous, à lever le voile sur ce problème-là et à convaincre les bailleurs de fonds? Bon, déjà, moi, je vais vous dire, les statistiques parlent. Aujourd'hui, les femmes remboursent. Quand on prend les données, les femmes remboursent plus que les hommes. C'est un fait. C'est pas une comparaison en soi de dire qu'il y a un genre qui est meilleur. Non, c'est juste un fait de dire qu'on peut faire confiance aux femmes parce que les femmes remboursent. Et ça, c'est prouvé. Après, c'est vrai qu'en termes de vulnérabilité, les femmes sont plus vulnérables. Donc, le niveau de risque va être beaucoup plus élevé de dire que j'ai envie de faire le pas en tant qu'institution financière pour accompagner une femme. Parce que le risque est plus élevé. Pourquoi? Parce que les femmes, elles n'ont pas les mêmes accès que les hommes. Elles n'ont pas accès à la terre dans certaines parties de nos pays. Elles ont moins de revenus économiques. Donc, quand on regarde tous ces paramètres-là, elles ont une plus grande charge parce qu'on va dire que c'est l'homme qui a la charge de la famille. Mais en réalité, on a beaucoup de femmes qui se retrouvent à être dans un foyer monoparental où elles se retrouvent avec des enfants qu'elles doivent éduquer, etc. Donc, elles portent la charge de la santé, de l'éducation, etc. Donc, on peut avoir l'impression que cet investissement est beaucoup plus risqué. Il est plus stratégique socialement de dire qu'on finance une femme parce que socialement, on sait que quand on finance une femme, c'est la communauté. Mais pour quelqu'un qui veut faire du business au départ, il va se dire le risque est élevé. C'est là où nous, on a changé vraiment le narratif et on leur a montré un côté très différent. Parce que basé sur cette volonté des femmes déjà de rembourser, ça veut dire que la femme, elle va tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir être en mesure de développer son activité, ne serait-ce que pour faire face à ces échéances. Et donc, sur les expériences que nous avons, ça fait plus de 3 ans que nous finançons des PME féminines. Jusqu'à présent, on a fait des financements pour plus de 2 millions de dollars. Donc, c'est environ 1 milliard 500 millions de francs CFA environ. Mais quand on fait ça, et qu'après, au bout de 3 ans, on a 100% de remboursement, c'est-à-dire on n'a jamais eu une femme qui n'a pas remboursé. Et on n'est pas sur des petits tickets. La moyenne quand même de financement, on est entre 30 000 et 50 000 dollars, la moyenne de tickets. Donc, c'est déjà de vous dire qu'elle nous prouve encore une fois, et même là encore, que faites-nous confiance, on va y arriver, on va rembourser. Et ça fait que mon travail est devenu moins complexe avec les institutions financières. Donc, on n'est pas dans un schéma de faire un plaidoyer et de dire qu'il faut aider les femmes parce qu'elles sont femmes, qu'il faut aider parce que c'est la main tendue, etc. On est dans le business. Quand on fait du financement, c'est les affaires. On leur montre le potentiel que les marques dirigées par des femmes ont et on leur montre surtout comment on dérisque le process en faisant de l'assistance technique. Si on accompagne ces PME-là, on structure, on travaille le packaging, on travaille la traçabilité, on travaille toute la chaîne de valeur, le produit commence à devenir rentable. Et il régénère de la valeur économique, à la fois sur la partie création de richesse, mais aussi sur la partie création d'emplois. Donc là, ça devient plus intéressant, non seulement pour les partenaires qui accompagnent ces programmes et qui financent l'assistance technique pour les PME, mais également pour les institutions financières qui placent des tickets et qui finalement voient que c'est un pari gagnant que de miser sur les PME féminines. C'est
Très bien dit, hein. Je pense que c'est la voie. Il faut qu'on quitte un peu la main tendue, qu'on quitte le schéma où on essaie de convaincre les autres d'aider de façon altruiste et de montrer qu'en tant que business partners, on peut compter sur la femme. C'est ce qu'il faut en fait pour cette nouvelle génération de femmes-là qui ont décidé de prendre leur place à la table, comme on le dit. Et c'est très rafraîchissant de voir de jeunes femmes comme vous qui êtes décisionnelles dans ce processus-là. Et c'est justement la mission de EWLN, AWLN, comme vous le dites, à travers cette organisation, ce network-là de femmes leaders. Vous travaillez avec des décideurs politiques, avec les Nations Unies, avec beaucoup de grandes institutions. Comment est-ce que vous portez cette charge-là de représenter ces voix à cette grande échelle-là auprès de ces institutions? Quelle est la mission concrète de ce network et jusque-là, quelles sont les expériences que vous avez avec ce réseau? Déjà, en réalité, la force d'Aoline, c'est le mouvement. Les initiatrices du réseau, donc j'en parlais tout à l'heure, Madame Diop, Bineta Diop et le docteur Fumzile Mlambo, à l'époque qui était la directrice exécutive de ONU Femmes. Ce sont deux femmes qui étaient de deux univers distincts mais complémentaires, qui ont vu cette nécessité de fédérer à l'échelle du continent les compétences et le potentiel des femmes pour que les femmes puissent parler d'une seule voix. Parce qu'en réalité, les sujets et les défis qui concernent les femmes d'un pays à un autre peuvent être adaptés à nos conditions, c'est vrai, à notre environnement, mais on se retrouvait dans les mêmes défis. Donc, comment est-ce qu'on porte la voix globale des femmes dans ces instances-là? Parce qu'elles participaient déjà à ces activités et elles aussi, elles voyaient la nécessité de ramener les besoins, de ramener la voix des femmes dans ces instances. Alors ça, c'est vraiment la vision globale du réseau AWLN, de fédérer les femmes. Quand on dit même femmes leaders du continent, ça c'est un vrai sujet parce qu'AWLN, African Women Leaders Network, on nous demande alors qui est une femme leader? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Toutes les femmes sont bienvenues dans le réseau. Si vous prenez nos sujets prioritaires, nous avons tout ce qui est gouvernance, donc tout ce qui va être participation politique des femmes. Vous avez une catégorie de femmes qui ambitionnent faire partie du débat, fait partie de l'échiquier qui design aussi les politiques du monde et les politiques du continent. Et ce sont ces politiques-là qui influencent la condition des femmes. Vous avez tout ce qui a trait à la paix et la sécurité. On sait que quand nos pays sont en difficulté, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Ce sont les femmes qui payent le prix. Et on sait aussi que les femmes sont très bonnes dans la diplomatie préventive et aussi dans la médiation. Donc, comment est-ce qu'on les inclut au maximum pour pouvoir anticiper les conflits et pour pouvoir participer à des processus de médiation? Nous avons la question de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est une priorité pour le réseau AWLN que de faire monter cette génération. Je vous le disais tantôt, je suis moi-même très jeune, mais avec la confiance des leaders du réseau, je peux participer au débat parce que je porte avec moi les priorités des femmes qui ont mon âge. Et ensemble, on crée un pont de sorte à ce que le travail ne se perde pas d'une génération à une autre. Nous avons tout ce qui est priorité à l'agriculture. On a énormément de femmes dans le milieu rural. Et c'est là où je reprends à la question. Qui est une femme leader? Parce que la femme dans son champ, est-ce qu'elle peut se reconnaître en étant une femme AWLN? C'est là où est-ce qu'on veut arriver, de dire que toutes les femmes sont les bienvenues. On dit qu'elles sont des femmes leaders parce qu'à la fin de la journée, la femme influence forcément sa communauté. Donc, en soi, elle est leader. Et donc, tout cet environnement, qu'il soit informel, on a le programme IWA avec notre pilier sur l'agriculture qui fait énormément dans certaines zones d'Afrique, qui donne déjà des tricycles aux femmes, qui permet de mettre en place des systèmes d'irrigation, etc., parce qu'on sait qu'il y a énormément de femmes qui sont dans les chaînes agricoles. On a la question de l'inclusion financière et du secteur privé, mon sujet de passion. Si les femmes n'ont pas l'argent, si les femmes ne font pas le business, ça ne marche pas. Donc, on travaille aussi à accompagner tout ce qui va être secteur privé, tout ce qui va être ambition des femmes dans l'entrepreneuriat, dans l'inclusion financière, pour qu'elles arrivent aussi à avoir ce levier-là de créer donc de la richesse économique et de la valeur économique. Et notre dernier pilier, c'est tout ce qui a trait à la mobilisation sociale. Vous savez, la mobilisation sociale, c'est vraiment l'engagement des femmes pour les causes qui sont les nôtres. Quand vous prenez tout à l'heure la convention dont je parlais contre les VBG, c'est de la mobilisation sociale. On se mobilise pour porter des sujets, pour défendre nos intérêts, pour parler des défis que nous rencontrons. Donc voilà, on a 6 chantiers prioritaires. On est organisé à l'échelle du continent. Nous sommes 39 pays.
autour du réseau Aoline. Et dans chaque pays, nous avons une structuration définie. Nous avons des femmes qui sont engagées à l'intérieur des réseaux et qui remontent. En fait, c'est un effet boule de neige qui, au fur et à mesure qu'on passe d'une étape à une autre, en partant de la femme qui quitte du milieu rural à la femme au milieu national, à Aoline au niveau continent, et finalement à une voix qui est portée auprès de nos dirigeants, notamment lors du sommet des chefs d'État africains. On apprend beaucoup, hein, et on est plein d'espoir quand on entend tout ce qui se fait dans ce sens-là. Et justement, c'est dans ce cadre-là que vous êtes actuellement à New York pour le forum de haut niveau que vous organisez sur le leadership politique des femmes. Je suis convaincue que dans tous les pays, si on a des femmes dans les gouvernements, si on a des femmes dans les instances décisionnelles, ça va vraiment impulser un changement sur le reste de la société. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Pourquoi ce forum et quelle est son importance pour vous? Et concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ce forum-là comme résultat? Alors, les assemblées annuelles des Nations Unies représentent aussi un carrefour très stratégique dans le design des priorités et des prochaines étapes sur les sujets qui concernent nos différents pays africains. C'est le moment où tous les chefs d'État se réunissent pour échanger. Nous avons des femmes chefs d'État aussi qui sont présentes et on a des leaders d'opinion qui sont là. Ce forum nous permet de réunir autour de la table des dirigeants pour, encore une fois, faire des plaidoyers qui sont très forts pour encourager la représentativité et la participation des femmes en politique, mais aussi pour défendre les idées que nous avons sur des sujets politiques en disant les femmes doivent faire partie du système électoral, on doit avoir plus de femmes dans les partis politiques, on doit mener des campagnes pour montrer aux femmes comment il faut voter, on doit intéresser les femmes à leurs devoirs citoyens qui est d'aller aux urnes et de faire leur choix, d'exprimer leur choix, mais au-delà de leurs droits, c'est aussi un devoir. Donc, c'est vraiment une plateforme pour porter des messages d'importance aux décideurs, mais également pour se réunir. Parce que, vous savez, les femmes leaders du continent ont aussi cet agenda qui est très contraint. Et donc, c'est vraiment l'occasion de s'asseoir, de faire un petit bilan des travaux qui sont en cours, des perspectives et des chantiers que nous avons et de voir comment est-ce qu'on peut encore repousser nos limites et avoir un impact qui est beaucoup plus fort. En tout cas, Aoline est persuadée qu'aujourd'hui, la place des femmes en politique est beaucoup plus importante que quelques années en arrière. Parce que là, maintenant, les enjeux deviennent de plus en plus importants. Et on voit aussi qu'il y a ce pushback. On voit aussi que les femmes essaient maintenant de s'intéresser, mais on sent aussi qu'il y a cette réticence par moment de ne pas les associer à la table. On le sent, on le perçoit. Et ça, on veut aussi le dénoncer en disant on a notre place à la table parce que les sujets nous concernent. On sait faire le travail. Beaucoup de femmes savent faire le travail. On le voit avec des femmes dirigeantes sur le continent africain. Et on est très fiers d'avoir eu ces femmes-là qui ont dirigé de main de maître. Notre patronne, par exemple, Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente, chef d'État en Afrique, prix Nobel de la paix. Elle a démontré dans un écosystème conflictuel, dans un pays qui avait perdu beaucoup, qu'elle pouvait contribuer à la reconstruction de sa nation avec son leadership, mais aussi avec son cœur de femme et son cœur de mère, qui sont aussi des valeurs dont on a besoin au niveau politique. Et on sait que les femmes, au-delà de leur aptitude intellectuelle et professionnelle, elles ont aussi des valeurs et des caractéristiques qui peuvent être des atouts, notamment dans la diplomatie préventive, notamment dans la médiation, notamment dans la préservation de la paix, etc. Elles peuvent être des outils très stratégiques et il faudrait qu'on arrive à les inclure dans les partis politiques et qu'on les laisse être à la table de décision. Après, c'est pas aussi de faire tout un plaidoyer en disant que, mais parce que d'autres vont vous dire, mais personne ne vous empêche de venir. C'est aussi d'encourager les femmes à y aller parce que beaucoup de femmes sont aussi très réticentes à faire le pas sur la politique, à s'engager sur ces sujets-là. Je vous parle, mais beaucoup de jeunes femmes que je connais, et moi y compris, se disent, moi je dis, à chaque fois, je suis de la société civile et tout le travail que je pourrais faire pour soutenir les femmes en politique, je vais le faire, mais j'appartiens à la société civile. Après, on a des femmes qui peuvent sortir de ces schémas-là et qui peuvent se lancer en politique. Donc, on essaie aussi de leur donner les soutiens et les techniques qu'il faut pour qu'elles soient non seulement de bons leaders, de bonnes candidates, mais aussi qu'elles arrivent à aller au bout de leur agenda.
un très bon appel lancé parce que, comme vous le dites, il y a beaucoup de femmes qui sont excellentes, qui sont poignantes, qui ont des idées innovatrices qui peuvent vraiment impacter leur génération et impacter leur pays, mais pour une raison ou pour une autre, elles sont toujours dans leur retranchement. Elles ne veulent pas s'assumer, elles ne veulent pas porter plus fort la voix. On peut dire, d'une part, c'est aussi dû aux préjugés sociaux que nous avons, mais on est quand même à un tournant décisif pour les femmes où on voit bien clairement que sur tous les plans, dans tous les domaines, quand les femmes s'impliquent, elles brillent de par leur sérieux et de par leur dynamisme. Donc, on espère vraiment que ce forum-là va porter fruit, que beaucoup de femmes seront encore plus attentives à cette thématique-là, mais surtout que ceux qui peuvent accompagner le bailleur de fonds, des partenaires financiers, voudront vraiment accompagner les femmes-là dans cette lancée. Est-ce que vous avez un mot pour ces femmes-là, ces jeunes femmes qui trouvent en vous un modèle et qui aimeraient se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou aussi dans la sphère publique, être une voix pour les autres comme vous le faites? C'est quoi vos conseils et c'est quoi, voilà, vos exhortations pour ces femmes-là qui nous écoutent? Alors moi, je dirais que la première étape, c'est la conviction. Quoi qu'on décide de faire, il faut être convaincu. Moi, j'ai choisi la société civile, j'ai choisi l'entrepreneuriat des femmes, je suis convaincue. Et peut-être parce que je suis convaincue, ça fonctionne bien jusque-là. Je crois qu'au début de toute chose, c'est vraiment cette conviction de se dire, c'est ce que j'ai envie de faire. Que ce soit dans la vie publique, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans la société civile, il faut vraiment un engagement parce qu'il n'y a pas un chemin qui va être sans obstacle, qui va être sans défi. Quoi que vous allez choisir de faire, vous allez être confronté à beaucoup de difficultés. Ça fait partie du parcours. Et donc, ce qui va vous aider à continuer le chemin, c'est cette conviction intérieure de dire c'est ce que j'ai envie de faire. Et plus on a cette envie-là, plus les défis deviennent une sorte de challenge. C'est même motivant par moment de se dire, voyons voir comment je vais dépasser ça et voyons voir qu'est-ce que je ferai après ça. Voyons voir comment est-ce que je peux monter un peu plus que ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire la première étape, trouvez déjà vos convictions et assumez-les. Parce que je connais tellement de femmes qui ont du potentiel, qui peuvent faire des choses extraordinaires, mais qui remettent en question tout. Et quand on leur dit, moi je leur dis, tu es capable de faire ça, elles me disent, tu penses vraiment, toi, tu sais me blaguer. Parce qu'en fait, elles-mêmes, elles ne voient pas le potentiel qu'elles ont. Alors qu'elles sont intelligentes, beaucoup sont brillantes, elles ont des aptitudes de parler en public ou elles ont des aptitudes de penser stratégie. Elles ont des compétences à elles qu'à un certain niveau peut servir aussi leur agenda. Et là, il faudrait assumer ses convictions. Et ça sera pas facile parce que il y a toujours aussi la question de se dire et si j'arrive pas jusqu'au bout, est-ce que je vais échouer, est-ce que je vais abandonner, etc. Je crois que c'est des questions. En tant que femme, je trouve qu'on se pose beaucoup trop de questions qui parfois sont pas nécessaires. Il faut juste y aller. Et puis devant là-bas, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, on gère. Devant là-bas, tu gères. Comment ça se passe? Tu vas gérer, tu vas manager. Mais je crois que ça c'est un atout de leader, c'est juste de mettre un pied devant l'autre, un jour à la fois. Vous pratiquez très bien ce que vous prêchez parce que votre parcours montre bien que le leadership, ce n'est pas une destination. Votre engagement est multisectoriel. Vous représentez cette nouvelle génération de femmes qui ouvrent des portes, pas seulement pour elles, mais pour toute une génération et nous vous remercions pour cela. J'espère que cette conversation, aussi brève qu'elle soit, aurait donné l'envie à d'autres femmes aussi d'oser, de se lever, de croire en leurs rêves et de se dire que c'est possible de le faire. On espère vous avoir bientôt pour un plus grand format pour aller un peu plus en détail sur votre parcours et sur les perspectives que vous avez à partager avec les femmes. En attendant, c'était vraiment un plaisir de vous avoir et je vous laisse là l'opportunité, voilà, d'inviter celles qui nous écoutent à suivre Aoline. Il y a beaucoup de choses que vous faites, beaucoup de forums, beaucoup de choses sur votre website que j'ai eu le plaisir de découvrir. C'est vraiment impressionnant de voir tout ce que vous faites. Merci beaucoup Edwige. J'invite toutes les femmes qui nous suivent, les femmes africaines, à rejoindre le mouvement Aoline. Nous avons Aoline dans 39 pays, je le disais tantôt. On est aussi très intéressés d'avoir des chapitres dans de nouveaux pays africains. L'ambition est de couvrir nos 54 pays africains. On est aussi à Aoline Diaspora pour toutes celles qui vivent à l'étranger et qui veulent aussi faire partie du mouvement et de l'histoire. On est sur aolineafrica.net si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez adhérer à la communauté. On croit à la sororité, on croit à
Message qui dit que l'union fait la force et qu'ensemble, on va plus loin. Alors, ne soyez pas seuls, rejoignez-nous, rejoignez le mouvement, faites-vous accompagner et je vous attends personnellement à ONU. Merci à vous pour cet appel lancé. Merci encore d'être venu sur Parcours Atypique. Et à celles qui nous écoutent, rejoignez le réseau. Vous avez quelque chose à offrir, pas seulement à vous, mais à toute la société. On a besoin de votre voix, on a besoin de votre engagement. Merci encore et à très bientôt. Au revoir, à bientôt.